me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les pipes. Les zips. Et le trip. Y a pas que ça qui l'a perdu. Bonjour et bienvenue dans le podcast Bip Zip Trip. C'est un podcast qu'on a créé avec mon frère Benjamin qui vit au Québec, dans lequel on parle de films qui ont marqué notre enfance, mais pas que. Coucou Benjamin. Coucou. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va, depuis la dernière fois. Ouais, ça va. Écoute, on sort un peu de l'hiver, là. On est actuellement, on est le 15 mars. Ouais, il y avait eu une grosse tempête, là. Ouais, il y en a eu plusieurs, en fait. Là, ça a été un peu violent la fin de l'hiver, mais Ouais. c'est bon, là, ça s'est calmé. Le truc le plus chiant, c'est pas tant les tempêtes où il y a beaucoup de neige, mais c'est plus quand il y a du redoux, puis après, il fait froid, puis après, il y a du redoux. La neige fond, Ouais. après, elle gèle. Après, il y a de la neige sur la glace. Et du coup, pour conduire ou pour marcher, c'est un peu plus complexe. Là, c'est dangereux, ouais, pour le coup. Ouais. Ok. Mais là, c'est juste redoux. Donc, on recommence à voir l'asphalte de la route. Et ça, c'est bien. Ça permet d'être un peu plus tranquille quand tu conduis. Ouais, c'est ça. Ça dessine un peu ou pas? Oui. Bah, c'est vrai que depuis le 28 décembre, je me suis mis à dessiner. Trop bien. Tu fais un petit peu tous les jours ou tu fais une fois par-ci par-là? Depuis le début, là, c'est plus ou moins une fois par jour. Mais cette semaine, on sent une baisse. Genre, j'ai pas dessiné ni hier, ni aujourd'hui, ni avant-hier. Ok. Est-ce que... voilà. Faut pas se décourager, mais parfois, tu regardes tes dessins, puis tu fais... Bon, on se fait chier pour ça, quoi. Mais... Oui, mais c'est ça le truc du dessin, c'est que de toute façon tu peux pas t'améliorer autrement que en faisant. Ouais. Donc t'es obligé de passer par des trucs un peu nuls, quoi. Non, c'est clair. J'ai acheté aussi des crayons à l'encre de Chine. Ouais, ok. C'était fun, j'ai essayé un peu. À partir du moment où je travaillais plus avec un crayon de papier, crayon de graphite, comme ils disent, j'apprends les mots, t'as plus droit à l'erreur. Ah. Tu vois, j'ai essayé de faire une planche de bande dessinée pour raconter une chute que j'ai faite dans les escaliers et... Oui. En fait, je suis tombé de mes escaliers, j'ai lâché mes clés, le porte-clés s'est ouvert et toutes mes clés sont tombées dans la neige. Et j'ai dû chercher mes clés pendant 15 minutes dans la neige pour retrouver... C'est long, 15 minutes. Ouais, c'est très long, 15 minutes. J'ai appelé Virginie pour lui dire je serai en retard, j'ai perdu mes clés. Elles sont pas loin, mais je les trouve pas. Et je me suis dit, ça peut être un bel exercice de faire une BD pour raconter tout ça. Alors, quand j'ai fait la planche en crayon de bois, il y avait pas de problème, tout allait bien. J'étais très fier de moi. Ouais. Après, j'ai commencé à mettre de l'encre de Chine pour, comment ils disent, fixer le dessin. Ouais. C'était cool, ça allait. On commençait à avoir des erreurs. Après, j'ai voulu faire les valeurs, les ombres. Puis là, ça a été l'horreur. Mais les ombres en encre de Chine? Ouais, moi, je touche pas à l'aquarelle comme toi, là. Tu sais, genre... Oh oui, non mais... ouais, je vois pas trop l'encre de Chine, comment ça rend... C'est pas des pinceaux ni une plume, c'est vraiment des feutres. Et j'ai un feutre, Ok. par exemple, la pointe, elle est 0,7 mm. Donc je peux faire des petits traits, des tout petits traits à l'encre Ok. de Chine. J'ai arrêté d'y toucher au bout d'un moment, je me suis dit je vais pas la détruire plus cette planche. Je suis très content de la composition, je suis très content des débuts des dessins, mais voilà, après j'ai commencé à toucher à quelque chose que je savais pas faire. Mais c'est toujours un peu le risque, ouais. Quand t'as un truc, tu te dis là, il est bien, mais je peux améliorer ou alors tout foirer derrière. C'est un peu Ouais. le problème de est-ce que je me lance ou pas et si je Exactement. rate, faut pas que je me déteste d'avoir essayé de faire mieux, quoi. Mais Exactement, tu sais, faut essayer de désacraliser ce que t'es en train de faire. Et c'est Ouais. compliqué quand tu mets des heures dessus. ouais, c'est C'est ça. genre, c'est pas grave si je foire, mais en même temps, ça fait des heures que je suis dessus, donc ça peut Ouais, ça me fait c'est chier. ça. Puis t'as ce truc de le Oui. mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Donc tu te dis non, faut que je m'arrête, mais en même temps, t'as quand même envie de le perfectionner un peu ton truc, mais enfin voilà, au risque derrière que ça te foire tout, quoi. Bah, c'est absolument ce qui s'est passé avec cette planche de BD. Il y en aura d'autres. Oui, on va essayer de dessiner encore ce week-end là. Moi, les week-ends, j'en profite pour faire des exercices, des trucs. Trop bien. Et toi alors? Et moi, le dessin? Ouais, l'aquarelle, la broderie, tout ça là, tout ce que tu fais. Broderie, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et aquarelle, je suis sur un projet depuis le début d'année là de faire. J'ai une sorte de petit calepin. Oui, tu m'as montré donc un dessin par jour. Bah pas par jour, non. Mais quand dans l'année ou dans la semaine, il y a des trucs cool que j'ai fait et
que j'ai envie de dessiner, je le dessine. D'accord. J'en suis à peu près à 4-5 dessins par mois. Donc il y a à peu près un dessin par semaine. Ouais, à peu près. Des fois, il y en a 2 dans la semaine, et puis une semaine où il y a rien, enfin voilà. Mais je m'amuse bien, c'est très drôle à faire. En matériel, j'ai juste acheté une palette avec des couleurs un peu basiques. Je dois en avoir une 12aine. Niveau pinceau, j'ai pas mal de petits trucs, je crois que c'est maman qui me les avait offerts. Donc j'ai des trucs très fins et des trucs un peu plus épais. Après j'ai des blocs de papier aquarelle et en fait souvent ce que je fais c'est que je décalque ce que je veux dessiner et après je fais juste du remplissage avec la peinture. Mais je trouve pas ça hyper compliqué dans le sens où la couleur elle finit toujours par être belle de toute façon quand tu l'appliques. Okay. Après faut juste faut regarder un peu des techniques pour faire des remplissages pour pas que ça fasse des traces ou pour mélanger des couleurs. Donc tu checkes un peu sur internet aussi un peu les trucs Oui, vite fait. J'ai des petits comptes Instagram que je suis qui des fois donnent des conseils pour faire des ombres. Mais je suis très loin de leur niveau. Moi, je fais vraiment je tâtonne, quoi. Tu vois, j'essaye. Et une fois, j'ai tenté de remplir mes cheveux. C'était catastrophique. Mais c'est pas grave. Tant pis. Oulala. Et tu peux faire... Oula, c'est ce que j'ai fait. Normalement, ça se fait aussi de faire des mélanges, genre aquarelle plus stylo ou aquarelle plus feutre. Est-ce que tu fais ça ? Ouais, des fois pour faire des ombres, je remplis, après je fais les ombres au crayon de couleur. Ou alors, des fois je fais juste le contour avec mon stylo ou je remplis avec un feutre. Je suis allée voir Panayotis en spectacle et j'ai voulu le dessiner. Et du coup j'ai fait son micro et son fil de micro en feutre. Parce que je me suis dit ça sert à rien que je fasse une aquarelle juste pour un fil et voilà, ça se mélange à peu près. Ok. Après, il y a des aquarelles dont je suis plus ou moins fière. Là, je suis sur un projet pour l'anniversaire de Papy. Oh. Je lui fais une petite carte où j'ai redessiné une photo qu'il a avec mamie. Quand ils sont jeunes. Elle est trop belle cette photo. Ok, waouh. J'essaye. J'ai un peu peur de la mise en couleur là. J'ai déjà dessiné, j'ai fait un peu le fond et la veste de mamie. Mais le reste, j'ai pas encore fait. Donc je vais voir ce que ça donne. Ok. Puis toi aussi, envoie-moi des photos de ce que tu fais. Là. Ouais, je te verrai un petit peu si tu veux. Moi, j'ai ton aquarelle dans mon entrée. Tu sais, l'aquarelle de nous quatre. Oui, là. c'est vrai. Je la vois. Oui. Trop mimiche. Je trouve que t'as de belles associations de couleurs. C'est quelque chose que j'ai très peur de faire. Moi, je suis que dans le noir et blanc pour l'instant. Mais je suis pas très forte pour les associations de couleurs. Surtout qu'en aquarelle, j'ai encore jamais réussi à faire du noir. Donc, je suis obligée de faire une couleur d'une façon ou d'une autre. Sur un marron ou un gris un peu... Quand tu mets la couleur sur le papier, au moment où elle sèche, elle est vraiment pas pareille. Donc, des fois, c'est un petit peu frustrant parce que c'est pas ce que tu voulais, mais il y a quand même ça reste toujours beau parce que c'est des couleurs très claires, très pastel. Enfin, c'est très beau. Trop bien. Et du coup, là, donc je me fais mes petits souvenirs. Et là, je me suis enchaîné pas mal de spectacles avec une amie, dont Miro Belzile, qui passait à Lyon. Oui, j'ai su que t'étais retourné le voir à la Marquise. À la Marquise, bien sûr. Ce lieu emblématique lyonnais, là. Oui, c'est ça, où il y a que des Québécois qui passent. Mais ouais, j'en parlais du coup dans une ancienne carte blanche et on est allé le voir. Enfin, je lui ai dit, tu veux bien venir avec moi ? Et elle est venue. Et on a passé une trop bonne soirée. Il y avait pas grand monde dans le public. Mais du coup, après, on a pu discuter avec lui. C'était trop bien. Vous avez pu discuter avec lui ? Oui. Ah ben ça je savais pas ça j'ai pas. Mais non, je t'ai pas eu... raconté le concert. Bah non. Ouais, en fait on est sortis de la péniche et ma copine m'a dit mais vas-y va lui parler. Je dis non Mathilde, il y a 5000 km qui vous séparent après, faut aller lui parler maintenant. Je dis ouais mais je sais pas quoi, moi je suis très mal à l'aise dans ces cas-là donc je savais pas trop quoi dire et en fait elle m'a un peu poussée au miche et on allait discuter avec lui et son guitariste. Et franchement, c'est trop sympa. On a parlé de Lyon, on a parlé de leur tournée. Moi, je lui ai dit que je l'avais vu au festival de Québec et il m'a dit « Attends, mais c'est toi qui as fait une photo avec ma maman ?» Je dis « Non, j'ai pas fait une photo, mais on a discuté. » Donc, tu vois, je pense qu'il a fait le lien avec le dernier podcast où j'en parlais. Ah. Parce qu'il avait écouté le petit extrait où je parlais de ça. Ouais. Donc, c'était vraiment drôle. Après, on a fait un petit hug à l'américaine. Yeah! Yeah! Non, mais après, avec ma copine, on discutait en haut des quais et ils sont passés avec leur van et il a passé sa petite tête par le van en disant « Bye les filles !» Donc, j'étais là « Ah, c'est trop cool !» Nice! Donc là, dans mes petits cahiers de souvenirs, j'ai essayé de redessiner le moment où il nous fait coucou par le van et voilà, mais je vais voir si j'ai réussi à le peindre derrière. Mais trop cool. Belle soirée alors. Ouais, c'était marrant. C'était vraiment marrant. Est-ce qu'on parlerait pas du petit film qu'on s'est prévu ? Mais oui, mais bien sûr. On s'était noté de revoir L'Âge de glace 1. Ouais, le premier du nom, sorti en 2002. Yes.
Alors, L'Âge de glace 1, c'est une comédie d'animation sortie en 2002, réalisée par Chris Wedge et Carlos Saldana. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait, je connaissais pas particulièrement les autres films animés qu'ils ont fait. Je pense qu'ils avaient fait un court-métrage vite fait, puis après ils ont beaucoup fait, je crois, tous l'âge de glace en fait. Oui, c'est ça. Mais pas grand-chose entre. J'ai vu d'autres trucs, mais ça me disait rien moi au niveau des noms. Après, il y en a un qui a fait Rio, je crois, mais... Rio, oui, c'est ça, Rio, Robot. Mais c'est ça, c'est les réalisateurs de la Fox en termes de dessins animés, d'animation 3D, là. La Fox, à part l'âge de glace, n'est pas vraiment connue pour ses films d'animation. Tu sais, à l'époque, en 2002, 2001, il y a Pixar qui sort Monstres et compagnie, qui est dans une bonne vibe de film d'animation nouveau. Il y a DreamWorks qui sort Shrek. Et donc la Fox sort L'Âge de glace. Tu sais, on est dans cette période-là, début 2000, où ça commence à faire des dessins animés originaux. Des sacrés trucs, hein. Ouais, des sacrés trucs qui changent de Disney, je pense. Avec l'animation 3D, il y a eu des nouveaux trucs qui sont arrivés. Mais la Fox s'est cassé la gueule avant. La Fox avait un studio, c'était, je pense, Fox Animation Studio ou un truc comme ça, avait tenté de faire un film qui s'appelait Titan After Earth, je crois, qui est comme un film qui mélangeait de l'animation 2D et de l'animation 3D, et ça a été un flop total, ce qui a poussé à la fermeture de la Fox Animation Studio. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis pas mal de gens sur le studio Blue Sky qui devait leur appartenir un peu, et c'est de là qu'est né L'Âge de glace. C'est comme la renaissance un peu de la section animation de la Fox. L'Âge de glace a été, c'est ça a rentré la Fox, on va dire, dans la course au dessin animé 3D. Je savais pas qu'il y avait eu un petit cassage de gueule de la Fox. Ouais, moi non plus, hein, j'ai jamais vu le film Titan After Earth. Vraiment, je pense que ça a été un gros four, et ils avaient mis beaucoup d'argent dedans. On retrouve en voix française Elise Moon, qui joue aussi de Le Paresseux, Gérard Lanvin pour Manny le Mammouth, et Vincent Cassel pour Diego, le tigre à dents de sabre. Waouh, je savais pas, j'ai pas fait gaffe. Oui, et ça explique pourquoi Diego est tellement charismatique, je crois. Je trouve que la voix de Vincent Cassel lui va tellement bien. J'avais bien vu Elise Moon, mais non, j'avais oublié que Vincent Cassel, j'ai dû le savoir à un moment, mais je le savais plus. Puis Gérard Lanvin, je le savais pas du tout. Et ça marche trop bien pour le mammouth aussi, quoi. Enfin, une voix un peu posée. Mais tu vois, je pense que dans les films suivants, ils ont changé la voix de Manny, et ça allait plus, quoi. Parce que moi, je trouve que la voix de Manny est chouette, hein, vraiment. Hein. Elle marche bien. Mais les trois, ils sont parfaits. Tout à fait. Je te laisse faire un petit résumé du film. Oui, alors. En voulant enterrer un gland, Scrat, un petit écureuil à dents de sabre, provoque une nouvelle ère glaciaire, ce qui pousse la plupart des animaux préhistoriques à migrer vers le sud. Cependant, un mammouth nommé Manny fait route à contresens de manière très snob. Il rencontre Sid, un paresseux burlesque abandonné par sa famille. Un peu plus loin, un clan de tigres à dents de sabre, qui compte un certain Diego, se venge en attaquant un campement de chasseurs humains. Leur objectif étant de kidnapper le bébé du chasseur en chef pour le manger. Il se trouve que la mère et l'enfant arrivent à s'enfuir en sautant du haut d'une cascade. Diego est affecté à la recherche du bébé. Manny et Sid croisent la route de la mère et de l'enfant au bord d'une rivière. La mère leur laisse le bébé avant de disparaître dans l'eau, probablement morte d'épuisement. Ils se donnent l'objectif de rendre l'enfant aux humains et croisent la route de Diego qui va tenter de ruser pour récupérer le bébé et le livrer à son chef. Un trio de marginaux se crée donc et part sur la route, à la recherche des humains. Au fil du chemin, ils s'occupent comme ils peuvent du bébé, développent leur amitié, se charrient, s'aident, se pardonnent et finalement deviennent un clan. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai adoré. Je crois que je l'avais revu il y a pas très très longtemps, il y a quelques peut-être années. Je l'adore. À chaque fois, j'ai l'impression un peu comme Astérix Mission Cléopâtre, de redécouvrir des vannes. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de points forts, ce film. Et je trouve qu'il a même plutôt bien vieilli au niveau de l'image. Il est quand même sorti il y a 23 ans. Ouais, c'est un peu rudimentaire quand même au niveau des textures, mais... Ça m'a pas choqué, là. Ouais, mais je crois que ce qui réussit, c'est le design des personnages. Ouais. Tu sais, c'est un peu cartoon. Même les humains, tu sais, je pense que c'était compliqué à l'époque de faire vraiment des humains qui sont pas gênants, parce que plus t'essayes de faire un personnage qui ressemble à un humain... Et plus c'est bizarre. Quand ça ressemble pas trop à un humain, ça va, mais plus ça ressemble à un humain sans vraiment l'être, ça devient très gênant. Oui, je vois, C'est pour ça que Toy Story, c'était des jouets. Tu regardes Andy dans Toy Story ou le méchant, ils sont vraiment gênants parce qu'ils avaient pas encore vraiment bien la technique pour faire des humains, mais là, les humains, ils sont comme designés en mode dessin animé. Tu sais, il y a un style bien particulier qui fait que ça vieillit pas. Et pourtant, le bébé, tu vois, est pas très bien proportionné en soi, mais bon, après, ça c'est... Non, mais c'est un choix, tu sais. Il est pas proportionné et donc ça fait qu'il est pas gênant à regarder. Ouais. Les plus gros points forts du film pour moi, c'est que
Du coup, il a plutôt bien vieilli. Là, on a des animaux qui parlent, mais pas les humains. Donc, on s'identifie immédiatement aux animaux. Enfin, il y a vraiment, à aucun moment, moi, je me suis dit, oh là là, je me reconnais trop en les chasseurs. Pas du tout. Des touches d'humour qui marchent auprès des enfants, auprès des adultes. De l'émotion à revendre. Ça, on pourra peut-être y aller plus en détail sur des scènes, moi, qui m'ont vraiment fait pleurer, quoi. Oui. Et je me suis noté aussi, on sent qu'en fait, les réalisateurs, ils se sont, mais juste amusés. Ils ont mis des petites références, le ralenti quand ils chassent la dernière pastèque là du Cid. En mode football américain. Mais ouais, la soucoupe volante dans le tunnel de glace, des répliques hyper intéressantes et visées pour les adultes quand il dit au rhinocéros vous tombez mal, j'aime pas les bêtes qui tuent pour le plaisir. Ouais, j'ai trop aimé ça. Oui, mais moi je dirais que c'est pas les meilleurs là-dedans. Dans la double lecture, c'est ça que j'ai peu écrit. 2001 et 2002 sont de belles années pour la création de belles histoires tout à fait nouvelles, comme je disais. Donc DreamWorks avait Shrek, Pixar avait Monstres et compagnie. On avait à cette période donc des dessins animés numériques qui s'axent beaucoup sur la double lecture, qu'on soit adulte ou enfant, on en a pour son argent. Tout ça dans le but de plaire à tout le monde et donc de faire plus d'entrées. C'est très bien pensé, c'est très bien réussi. Je me souviens que tout le monde rit dans la salle, où tout le monde a son petit truc à manger quoi en regardant le film. Mais je trouve que l'âge de glace est un peu différent, donc ce sont pas les meilleurs là-dedans. Ok, on nous montre à un moment Stone Age. Cette architecture moderne ne tiendra jamais. On parle d'évolution, mais j'ai pas l'impression que c'est là-dedans qu'ils sont les meilleurs. Et ils sont pas non plus au niveau concernant la profondeur d'un Pixar de l'époque. Pour moi, Pixar est vraiment le studio roi dans l'universel de leurs histoires, dans le fait de parler à l'enfant qui est en chacun de nous. Mais l'âge de glace gage plus sur le gag pour toucher tout le monde. Je trouve que c'est la profusion de gags un peu à la manière d'un film muet. On va voir des chutes, genre la scène du toboggan où ils sont ils sont dans un toboggan de glace et puis il y a plein de choses qui se passent. C'est très corporel. Sid il bouge un peu partout, tu sais, genre quand il genre Sid il est modulable. La chute, juste je reviens sur, tu sais, le moment où il commence à escalader la colline pour rejoindre le campement au début du film. Ah ouais, on est en plein là-dedans. Et le moment où juste il tombe et c'est sa tête sur le côté qui retient. Ouais. Non mais c'est clair que... Avec la petite pause, c'est parfait. Ouais, tout à fait. Tout le film est riche de scènes comme ça. Toutes les scènes avec Scrat, qui est comme du film muet en fait. C'est Coyote dans Bip Bip et Coyote, tu sais, il a un objectif en tête et il essaye de faire quelque chose puis ça marche jamais. Donc on est sur du gag grotesque et c'est clair que ça marche pour tout le monde. La chute c'est universel, je pense que tu peux en témoigner. T'es une fille qui adore qui adore, pas qui adore mais qui trouve ça toujours un peu drôle, des gens qui trébuchent, des gens qui tombent un peu, tout ça. S'ils se font pas trop mal, j'adore. Ouais, c'est ça. Mais c'est là-dessus donc que l'âge de glace est universel et que l'âge de glace arrive à toucher et les adultes et les enfants. En 2001-2002, moi je me souviens, je suis allé voir Monstres et compagnie et l'âge de glace au cinéma. Monstres et compagnie, je me souviens avoir eu peur du film. Et j'ai un vague souvenir d'avoir pleuré et d'être sorti de ça. J'étais tout petit là, on s'entend, j'avais 6 ans, 7 ans. L'âge de glace, par contre, c'était la première séance où j'ai ri comme un fou. Je crois qu'on en parle encore plus de 20 ans après, là, où vraiment, genre, je faisais rire les gens avec mon rire. Faisait rire les gens. Ouais, c'est ça. C'est genre, vraiment, l'âge de glace, et j'ai le souvenir très, très ancré de tout était drôle dans ce film-là. Je me souviens connaître le film par cœur quand on l'a eu en cassette ou en DVD, je sais plus. Cassette, je crois. Ouais, je me souviens refaire toutes les répliques à la cantine, me repasser le film dans ma tête en attendant d'aller manger, quoi. Alors après, le côté gag, est-ce que c'est con ? Non. C'est ça qui est fort avec ce film, je crois. C'est que c'est pas juste du gag. Malgré le grotesque, on parle de sujets vachement deep. On nous suggère la mort d'une mère humaine. On nous fait comprendre que Manny a perdu son enfant et sa femme, tués par les humains. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette scène-là. Je pense que c'est celle-là peut-être dont tu voulais parler. J'en ai plusieurs, moi. Je me suis noté 4 scènes où je pleure à chaque fois. Ok. La scène, pour moi, la plus poignante du film n'existe que dans l'âge de glace, tu vois. Là, Shrek ne va pas aussi profondément dans les sentiments, j'ai l'impression. Ouais. Bah, on pourrait parler des films Pixar qui traitent de choses très deep aussi, mais là, je trouve que la Fox... Surtout pour l'époque. Ouais, l'âge de glace, pour l'époque, va loin, là. C'est quoi, toi, dans cette scène-là, c'est l'animation justement sur le mur où on comprend que Manny a perdu son enfant et sa femme ? En fait, on voit des peintures rupestres du destin de sa famille. On comprend que des humains ont tué son enfant et sa femme. Ensuite, on voit le bébé
qui regarde Manny avec tendresse. Moi, c'est ça qui me fait pleurer. Il fait un câlin à sa trompe. Et Manny, lui aussi, donc, est pris de tendresse pour cet enfant de l'espèce qui est responsable de son malheur. Certes, ça donne l'impression que Manny veut s'occuper du bébé du mieux qu'il peut car il joue le remplaçant de l'enfant qu'il a perdu. Mais la beauté de cette scène, c'est quand même l'absence de ressentiment envers les humains qui lui ont tout pris. C'est beau, c'est plein d'amour cette scène. C'est riche, tu sais, ça me fout les poils encore maintenant. Et je pense que quand j'étais gamin, c'était impressionnant à quel point c'est... Waouh! Cette interaction avec le bébé me tire la larme à chaque fois. Ouais. Et il y a ce regard aussi de Diego juste après ça. Quand il reprend le bébé, il s'en va, Manny. Il y a Diego après qui le regarde. Il y a un truc aussi dans le regard. Tu sens qu'il y a un début de déclic de... je crois que je m'attache à ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça, parce que Diego, c'est un peu entre guillemets, le méchant, même si dès le départ, tu sens qu'il est pas si méchant que ça, mais tu sais, il a un but antagoniste à tous les autres. Et tu vois, on peut faire le lien entre encore Shrek et l'âge de glace. Un héros, c'est Manny, qui est misanthrope, qui aime pas les gens, qui a envie de vivre seul, tout comme Shrek. Qui est ronchon, quoi. Ouais, ronchon, il rencontre... un sidekick complètement pété qui est Sid, mais Sid on peut très bien le mettre au même niveau que Lan, quoi. Mais là, tu sais, Shrek il a pas ce background hyper deep, tu sais, hyper dark qu'a Manny, et Manny est hyper touchant là-dedans. Oh là là, je le trouve génial. J'ai noté que chacun a sa rencontre avec le bébé, et c'est en ça que ça me touche aussi énormément, c'est que chacun rencontre le bébé à différents moments. Ouais, c'est vrai. Sid, il a une rencontre instantanée avec le bébé, c'est-à-dire que il est à la rivière, il dit bah non mais on s'en occupe, enfin voilà. C'est instantané et c'est un peu le tonton cool, tu vois, de la bande. Tout à fait. Pour moi, la rencontre avec Manny, c'est justement ce moment où il le punit en haut de l'arbre et puis il le fait monter un peu plus haut, tout ça. Enfin, voilà. Tu sens dans son regard qu'il y a un truc qui se passe. Petit à petit, il s'attache à cet enfant. Et pour moi, Diego, c'est le moment où le bébé fait ses premiers pas autour du feu et qui s'approche de Diego. Et Diego lui dit non, mais va plus loin, va plus loin. Oh là là. Mais pareil, je pourrais pleurer de cette scène. Je la trouve incroyable. Viens voir Tonton Sid. Non, pas par là. Regarde, je suis là. Viens me voir. Non, va le voir, lui. Va le voir. C'est bien. Tu t'en sors pas mal. Allez, exerce-toi. Et je trouve génial, ce bébé, on ne sait pas son nom à ce gamin. Il est juste là pour faire du lien entre les trois. Et ça, c'est juste l'objectif commun de ces trois personnes. Ouais. Et puis en fait, c'est de toute façon une histoire d'amitié qui se développe que tu n'aurais pas vu venir de base. Et moi, ça, j'adore. Ouais. Et on n'est pour autant pas dans les clichés de « Ah là là, le paresseux, il fait comme ça et je critique. Oh là là, le mammouth, il fait ça, je critique. » Non, c'est... Ils apprennent à se connaître chacun et je trouve ça génial, quoi. Après, c'est clair que c'est un boys club, quoi. Il y a que des gars et donc ça a des codes de gars aussi, tu sais. Je trouve que Sid se fait bully tout le temps, quoi. Tu sais, ils se charrient tous là, ils font des vannes un peu de gros mecs et tout là, mais en même temps il y a le côté très tendre parce qu'ils doivent s'occuper d'un gamin, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs ça rejoint un peu Willow, où c'est deux hommes qui s'occupent d'un bébé à ramener quelque part. On a été conditionnés à ça, hein. Je crois. Peut-être qu'un jour on va trouver un bébé. Deux hommes qui s'occupent d'un bébé ou trois hommes qui s'occupent d'un bébé. Exactement, putain, c'est vrai. Et du coup, de ça naît une relation. Enfin voilà, ils partent en mission chacun et ils apprennent à se connaître. Enfin non, c'est... Finalement, on s'y retrouve, quoi. C'est vrai. Ah, j'avais pas fait le lien. C'est très juste. Je viens de faire le lien. Je viens de le faire. C'était pas encore des franchises à l'époque. Ça allait en devenir et peut-être il y allait avoir trop de films après sur le même sujet. Je sais pas, j'ai pas vu tous les âges de glace qui suivent. Ouais. Le premier me suffit. Peut-être qu'ils sont bien, j'en ai aucune idée. Je peux pas trop en parler, mais c'est ça. Je crois qu'on est rendu au 6e maintenant. Au 5e Shrek. Je pense qu'il y a que Pixar maintenant qui essaye de faire des nouveaux trucs, et encore j'ai l'impression parfois qu'ils se perdent. C'était bien cette période où ça testait des trucs en 3D. C'était que des nouveautés, c'était marrant. Ouais. Oui. Moi, je reviens sur les scènes d'émotion. Du coup, moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce film à chaque fois, ce qui me plaît vraiment, c'est donc l'histoire d'amitié qui se développe, les rencontres avec le bébé, ça j'en ai déjà parlé. Un autre moment qui me fait pleurer à chaque fois, c'est quand Diego, du coup, décide de pas mettre son plan à exécution et de se ranger du côté de Manny et de Sid, et du coup de combattre les autres tigres à dents de sabre, et qui finit blessé. Et en fait, le moment où le bébé est récupéré par Manny et qui tend les bras à Diego pour lui faire un câlin mais qui peut pas, je pleure à chaque fois. C'est instantané. Ça, et voilà, les adieux. Donc le moment où le bébé retrouve son papa et quand il dit au revoir du coup à tous les personnages, mais qui fait le « il est où le bébé ?» à Diego. Oui. Mais ça,
Il y a une douceur dans le regard de Diego. Enfin, en plus, un Diego qu'on retrouve blessé, qu'on trouve repenti. Enfin, il est vraiment trop chouette. Et puis je trouve que c'est des personnages quand même très riches parce que du coup il y a Diego qui découvre avec ce périple la vraie solidarité auprès de ces deux personnages-là, qui s'adoucit petit à petit. Et puis il est génial aussi à voir, tu sais, après la scène du toboggan glacé où il sort de la neige. Waouh les gars, quand est-ce qu'on recommence? Qui est partant pour un deuxième tour? Ouais, qui est partant pour un deuxième tour? Dis au gamin d'être un peu plus prudent. Ouais, c'est ça. Tu sens l'esprit chat qui est en lui et qui en fait il se dit merde, attends, non, je suis censé être sérieux et je trouve ça vraiment drôle. Il y a aussi du coup un Manny qui est quand même très solitaire, ronchon au début, et du coup il est très lié au papa de ce bébé qui a perdu sa femme et son bébé à cause d'une attaque aussi. Oui. Et c'est comme s'il lui rendait le bébé que lui ne lui a jamais été rendu, quoi. Donc, Et ça, c'est des choses qui sont pas explicites. Tout est plus ou moins suggéré la plupart du temps. Tu sais, ce film n'est pas bavard. Et je trouve ça fort aussi de nous délivrer autant de choses avec pas grand-chose. Toute la relation que chacun a avec le bébé se fait en silence aussi, là. Que des échanges de regards. Je trouve ça vraiment chouette. Quelle est, toi, ta réplique préférée de ce film? Est-ce que t'en as une? Je saurais pas te dire. Je sais pas si c'est... Bah oui, c'est un film à réplique, c'est sûr, mais... Ouais, mais oui, mais je vais t'en dire. Il est où le bébé? Ah, le voilà! Où il est, le bébé? Je le fais tout le temps à la crèche. Je passe mon temps à le faire. Bah oui. Notre dernière pastèque. Notre dernière pastèque. Alors, toi, ta réplique préférée, c'est quoi? Pareil, je sais pas si j'arriverai à choisir. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Celle que je sors le plus souvent, c'est le bois est vert. Ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Le bois est vert. Ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Le bois est vert, ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Il y en a une que j'ai redécouvert là. J'adore cet échange où tu sais Sid qui dit à Manny en gros qu'il est gros, il dit je ne suis pas gros, c'est ma fourrure qui fait ça donne de l'épaisseur. C'est toi qui me perturbe. Non, je crois que t'es déprimé. C'est pour ça que tu manges autant. Parce que faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien. Je ne suis pas gros, c'est ma fourrure qui fait ça. Ça donne de l'épaisseur, c'est trompeur. D'accord, c'est tes cheveux qui sont gros. Mais si jamais t'as envie de parler, je suis là. Hein. En plus ils discutent au loin, donc tu sens leur voix qui disparaissent petit à petit, mais tu sais tu t'accroches à chaque mot en te disant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Dans les répliques cultes, il y a aussi Prince des Flammes, t'as la queue qui crame, ça on l'a souvent sorti. À partir de maintenant, je porterai le nom de Sid, Prince des Flammes. Oh, Prince des Flammes. T'as la queue qui crame. Ah ouais, et puis le moment où il veut faire des flammes au tout début, là. Ça, c'est très drôle, la scène... Oui, sous la pluie. Et c'est ça, il dit, bah, moi, je peux faire venir le feu. Puis la scène d'après, t'as un orage et t'as Sid qui est assis. Il est trop triste, il est au milieu du plan, là, assis, complètement mouillé. Dans la nuit. À frotter ses 2 bâtons, là. C'est comme... Oh, la tristesse. Et l'autre qui le regarde, abrité. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a de la grêle qui tombe et lui... Oui, mon frère, tu pourrais te pousser un petit chou là. Oh, je t'en prie, c'est impossible de t'endormir si vite. Manny! Toutes les fois où il crie Manny, ça m'a fait beaucoup rire. Et ça me faisait pas tant rire avant. Mais là, vraiment, il dit Manny! C'est très aigu, là. Il y en a eu plusieurs fois en plus dans le film. Oui, tout à fait. Je voulais te proposer un mini-jeu. Ok. Parce que justement, avant qu'ils apprennent un peu à se connaître, ils s'envoient un peu tous des fions, les uns les autres. Ouais. Mon jeu s'appelle Qui dit à qui. Donc en gros, je te dis une réplique. Et tu me dis qui l'a dit à qui. Ok. Je pense que je vais gagner. Si je te dis t'es une onde de la nature, j'espère au moins que tu le sais. Eh ben, je pense que c'est Diego qui le dit à Sid. Et non, c'est Manny qui l'a dit à Oh merde. Ça commence bien. Il est violent, hein, Manny, quand il dit ça. Oui. Ah ouais, mais il s'envoie des fions. Bah, c'est des mecs, hein. T'es la honte de la nature, j'espère au moins que tu le sais. Donc, pas de points. Ensuite, si je te dis, allez, rêve pas dans de lapin, on n'est pas si stupide. Non, c'est trop dur. Est-ce que ce serait pas Sid qui le dit à Diego? Oui, c'est ça. Allez. Tout ce que je veux, c'est le ramener à son clan. Allez, rêve pas dans de lapin, on n'est pas si stupide. Si je te dis, t'es mal placé sur la chaîne alimentaire pour ouvrir ta grande gueule. Ah, je vois très bien. Hein. Je vois très bien. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui le dit à Sid. Et je crois que c'est Diego. C'est ça. T'es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule. Ça suffit! Il te manque vraiment une case. C'est tout? Ah putain, alors là... Bah, c'est quelqu'un qui va dire ça à Sid. Exact. Et ça va être Diego.
qui le dit à Sid. Non, c'est Ah. Manny. Oh non. Mani, quel bon vent! Il te manque vraiment une case. D'accord, t'as le droit d'être psychologiquement instable. Je me fais tout petit. Ah bah c'est Sid qui le dit à Manny. Ouais, c'est ça. D'accord, t'as le droit d'être psychologiquement instable, je me fais tout petit, je me la boucle. Mais vraiment, tu vois, je me tais. Si je te dis, je ne vois vraiment pas ce que tu as de menaçant. Je pense que c'est soit Frank, soit Fred qui le dit à Manny. Alors c'est Franck ou Karl? Non, c'est Manny qui le dit au bébé. Une touffe de fourrure, pas de crocs, pas de griffes. T'as plein de peau, t'es emballé dans une chose toute molle, je ne vois vraiment pas ce que tu as de menaçant. Le dernier, alors les gonzesses, on a peur, un pas de plus et vous êtes morts. Et bah là, c'est Sid qui le Oui. dit à Frank et Fred. Et Karl, toujours pas. Ah, Karl, C'est ça. Karl, pardon, Frank et Karl. C'est Oh là là, je suis... Ouais. ah, ouais. Alors les gonzesses, on a peur, un pas de plus et vous êtes morts! Ça te fait 5 sur 8, ça va. C'est la moyenne, c'est la moyenne. T'as la Ok. moyenne. Alors merci pour ce petit jeu, c'était mignon. Avec plaisir. Est-ce que tu conseilles ce film? Je pense que Ouais. oui. Ouais. Et toi? Bah moi aussi, sans problème. Bon. À revoir plié. et à revoir et à revoir. Je propose qu'on parte sur une carte blanche. Alors moi, je vais parler du film que je suis allée voir en février, je dirais. Il est sorti en janvier, je pense, qui s'appelle Jouer avec le feu. C'est un film français, réalisé par Delphine et Muriel Coulin, avec Ouais. Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon. Ah, c'est un film social, non? C'est un... oui, politique un peu même. Politique. Enfin, je ne Ouais, saurais ouais. pas trop dire. L'histoire est tirée d'un roman, mais à vérifier. J'aurais peut-être pu vérifier avant de lancer le podcast. Mais bon, Non, enfin, tout va bien, on est là, on est entre nous, là. on est en détente. Bah oui. Les auditeurs iront vérifier si ça leur chante. Pardon. Bah démerdez-vous, je veux dire, là, c'est En bon, là. fait, j'ai C'est- bien assez travaillé, non? Je suis même Non, pas payée, ça quoi. va, là, c'est bon. On est où, là? Préparer un truc? T'as cru Eh, quoi, vous êtes toi adulte, hein. T'as Internet, non? Ah, Google est ton ami, quoi. Eh, Google est ton ami. Alors, l'histoire de Jouer avec le feu, on suit l'histoire de Pierre, qui élève seul ses 2 fils, jeunes adultes. Il y a Louis, le cadet, qui réussit ses études et avance assez facilement dans la vie. Et Fous, l'aîné, qui, lui, part à la dérive, pour le coup. Il est fasciné par la violence et les rapports de force. Il se rapproche de groupes d'extrême droite qui sont à l'opposé des valeurs de son père. Donc Pierre assiste impuissant à l'emprise de ses fréquentations sur son fils, et peu à peu, l'amour cède place à l'incompréhension. Ce que j'ai aimé, c'est que dans ce film, on voit jamais ce qui se passe pour Fous avec ce groupe d'extrême droite, à part sur une scène, c'est quand le père décide de suivre son fils. Plusieurs fois dans le film, on ne découvre que les conséquences de ces sorties nocturnes. Ok. Et les conséquences, c'est juste un jeune fils tabassé, ou qui a tabassé, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ok. On est aussi perdu que ce père face à cette situation, on se demande ce qu'il devrait faire, est-ce qu'il devrait Ouais. rompre le contact avec son fils qui partage des valeurs opposées à lui, ou justement le suivre de près pour pas perdre le lien et limiter les dégâts. Pendant tout le film, on oscille entre ces 2 états d'esprit. Au-delà de cette emprise extérieure qui est totalement extérieure à la famille, les liens entre chacun, que ce soit père-fils ou les 2 frères, ils restent vraiment beaux, doux et pleins d'amour. L'histoire est vendue comme l'un des 2 frères réussit ses études et sait où il va, mais pas l'autre. Mais Ouais. pour autant, c'est quasiment pas abordé dans le film, un petit Ouais. peu, mais pas trop. Et du coup, j'étais contente qu'on n'aille pas dans ces clichés-là. Moi, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé les acteurs vraiment super, captivants. J'ai cru à cette famille à 100%. J'ai passé un très très bon moment. Et donc ça parle un peu de l'extrême droite, En fait, oui et non. la relation père-fils avec un fils qu'on est en train de perdre. C'est plus Ouais, ça le c'est truc. surtout ça, ouais. Et le père, des fois, enfin, par moments, essaye de se renseigner sur ce groupe, mais il n'arrive pas à avoir les infos qu'il veut, il n'arrive pas à l'en sortir. Le fils le rassure en disant, mais non, mais c'est des potes, enfin, t'inquiète. Par la force des choses, le fils contraint un peu le père à côtoyer ces amis-là. T'es un peu dans un malaise constant, quoi. Parce que Ouais. les choses sont à la fois dites et pas dites. Enfin, c'est un peu particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, du coup, t'as l'histoire où il est seul avec ses 2 fils parce que la maman est décédée. Mais tu vois, ils en parlent, mais ils en font pas non plus tout un truc qui fait que c'est à cause de ça qu'il est là-dedans. Non, ça les a tous fragilisés dans un sens, mais c'est pas la cause de cette dérive, quoi. Donc, moi, je l'ai bien aimé, ce film. Et je pense qu'on en a pas assez entendu parler, mais bon, c'est comme ça. Bah, moi j'en ai entendu parler en tout cas, mais Ok, assez vite cool. fait. Voilà pour ma carte blanche. Quelle est la tienne?
Donc moi je vais parler de Yinta. Donc Yinta ça signifie notre terre ou terre en langue Wet'suwet'en. Ça raconte l'histoire d'une Première Nation qui essaye de défendre son territoire, donc un territoire non cédé au Canada, à l'ouest du Canada, c'est en Colombie-Britannique je crois. Donc c'est une sorte de territoire qui leur appartient depuis des temps ancestraux, et puis quand il y a eu la colonisation, puis le fait qu'on dise bah ces terres vous appartiennent, on n'a pas forcément notre mot à dire en tant que Canadiens. Donc les Wet'suwet'en ont un terrain, ce terrain leur appartient, ils vivent dedans, tout va bien, ils pêchent, ils chassent, ils font leur vie, quoi. Mais ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il y a un projet de pipeline dans leur territoire non cédé. Donc une sorte de gros tuyau pour y faire passer du pétrole d'une ville à l'autre. Ouais. Eux, ils sont contre. Donc là, on a un documentaire qui suit sur 10 ans, donc de 2015 à 2024, à peu près, à 2025. C'est un documentaire. Ouais, c'est un documentaire. On est aux côtés donc des deux protagonistes principaux, deux femmes qui mènent un peu la lutte contre la venue de ce pipeline. Donc ils livrent bataille pendant 10 ans pour réoccuper leur territoire traditionnel et le protéger de l'exploitation commerciale. Donc on a d'un côté des gens qui vivent de cette terre puis qui la respectent, ils essaient de rester dans leur tradition, et en même temps t'as le Canada qui grappille petit à petit, qui essaye de s'inviter. Tu sais, ça commence en 2015, tout ça, ils viennent faire juste des études pour essayer de voir. C'est vraiment une société bien privée, de pétrolière qui vient faire des tests, des machins, des trucs. Et eux, dans leur tribu, ils ont bloqué une route, une sorte de péage. Donc ça commence comme ça, puis après t'as la gendarmerie royale du Canada qui commence aussi à être utilisé un peu comme un pion de l'entrepreneur privé, quoi, qui sont là pour dire bon bah ce serait bien que vous ouvriez la route quand même, parce que la route elle est à tout le monde. Bah non, elle est pas à tout le monde. Donc ça part au tribunal, puis au tribunal ils disent il faut qu'on ouvre la route. Le clan commence à s'organiser pour bloquer, donc t'as des sortes de confrontations avec les gendarmes, ils bloquent le chemin, les gendarmes doivent le casser, puis ils arrivent à ouvrir la route. Petit à petit, ils se font grappiller du terrain, tu les vois perdre les combats petit à petit, quoi. Tu vois le pipeline se faire petit à petit, puis eux, ils ont beau essayer de se battre juridiquement et puis de se battre sur le terrain, ça se fait, quoi. Oh, wow. Jusqu'en 2021, je dirais, 2020-2021, où là, vraiment, les réseaux ont commencé à s'activer sur ce sujet-là au Canada. Ils ont commencé à faire des lives sur le fait que, bah là, ils sont en train de complètement détruire la faune et la flore. Ils font des grandes artères où ils coupent le bois pour pouvoir faire passer le tuyau du pipeline. Et là, bah, les gens ont commencé à s'indigner un peu partout au Canada. Il y a eu des grosses manifestations qui ont commencé à se faire. Shutdown Canada, c'est ça qu'ils disent. Donc ils vont dans tous les lieux un peu de pouvoir et puis ils commencent à faire des grosses manifs. Mais c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé. Donc ça a complètement... Ouais, ça a complètement éteint la révolte en cours, quoi. Ils continuent encore à se battre. À un moment, ils ont fait appel à toutes les autres Premières Nations à venir les aider. T'as des scènes magiques c'est ça, ils ont foutu la misère à tous les constructeurs. Ils ont des carcasses de voitures en plein milieu de chemin avec du bois dessus pour pas qu'ils arrivent à passer. Enfin, tu les vois se battre et foutre des bâtons dans les roues à tout le monde, et c'est beau à voir, en fait. C'est vraiment beau à voir parce qu'ils lâchent jamais. Et c'est magnifique. Il y a des gens des Premières Nations du Québec qui sont venus les aider. Puis tu les vois se confronter donc aux Blancs. Sachant que du coup, rien n'est écrit vu que c'est un documentaire. Rien n'est écrit. Tu les suis pendant 10 ans. C'est magnifique. C'est beau de les voir se battre comme ça. Et là, à l'heure actuelle, en 2025, ils se battent encore ? Oui, le pipeline a été construit. De toute façon, ils pouvaient pas gagner parce que le rapport de force est pas à leur côté. Mais le pipeline a été construit. Je crois que ça leur a coûté 10 milliards de plus que ça devait leur coûter à cause des résistances. C'est genre, par exemple, dans une des lois ancestrales de ce clan, tout ce qui est sur leur terre leur appartient. Donc, à un moment, un des chefs de tribu arrive et vient démanteler les engins de construction, là, les tractopelles et tout. Bah, ça nous appartient, c'est à nous maintenant. Ils se font emmener par la police. Ils ont volé des trucs aux constructeurs et tout. Et puis c'est beau, voilà, c'est plein d'optimisme quand même de voir ces gens-là se battre. C'est un super film, il est très très joli visuellement aussi. C'est pas du tout misérabiliste. Donc voilà, c'est à voir si jamais vous avez l'occasion. Moi j'ai pleuré plusieurs fois devant ce film-là. C'est une beauté sans nom. Puis c'est bien parce que du coup ils ont utilisé les médias pour faire connaître leur combat, parce que si déjà ils ont commencé par des lives et puis maintenant du coup ils font un truc. C'est Netflix, c'est ça du coup ? Sur Netflix. Ouais. Puis le prix, le film a quelques prix. Moi maintenant je suis abonné à leur compte Instagram du film et du lieu de résistance, parce que c'est devenu un lieu de résistance, on s'entend. Je pense qu'ils sont encore en train de foutre la misère à donc ces pétroliers. Je pense que c'est nécessaire et qu'il faut les soutenir. Donc voilà, je mets un petit peu de lumière dessus. Je sais pas si j'ai bien raconté les choses, mais ça a l'air assez clair en tout cas. C'est hyper intéressant. Voilà.
Donc c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Bip Zip Trip. Si toutefois l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Où que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs-récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi avec nous, vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos plateformes préférées, sur Instagram, nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com. On en parlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare, on se dit à la prochaine. À bientôt.